L'homme que l'histoire connaît sous le nom de Deng Xiaoping est né le 22 août 1904 dans le village de Paifang, situé dans le district de Guang'an, dans la province du Sichuan, au sud-ouest de la Chine. Son nom de naissance était Deng Xixian, bien que tout au long de sa vie, il utiliserait plusieurs noms, une pratique courante chez les révolutionnaires chinois de son époque, qui cherchaient à protéger leur identité des autorités. Sa famille appartenait à la petite bourgeoisie rurale, propriétaire de terres modestes, vivant considérablement mieux que les paysans appauvris qui formaient l'immense majorité de la population chinoise. Son père, Deng Wenming, était un propriétaire terrien de rang moyen qui avait également servi comme fonctionnaire local et commandant d'une petite milice. Sa mère, Dan Shi, était la deuxième épouse de son père, et Deng Xiaoping fut le premier de ses fils. La Chine dans laquelle naquit Deng Xiaoping se trouvait au milieu de l'une des transformations les plus tumultueuses de sa longue histoire. Le vaste empire qui, pendant des millénaires, avait été gouverné par des dynasties successives, s'effondrait sous la pression des puissances étrangères et des tensions internes. La dynastie Qing, qui régnait sur la Chine depuis 1644, vivait ses derniers instants, affaiblie par des décennies d'humiliations infligées par les puissances occidentales et le Japon. Les guerres de l'opium au milieu du XIXe siècle avaient forcé la Chine à ouvrir ses ports au commerce étranger à des conditions défavorables, tandis que la défaite face au Japon en 1895 avait démontré que même une nation asiatique plus petite pouvait humilier l'ancien puissant empire. Quand Deng avait à peine 7 ans, en 1911, la révolution Xinhai renversa la dynastie Qing et établit la République de Chine. Cependant, cette république naissait faible et fragmentée. Le gouvernement central de Pékin avait peu de contrôle sur les vastes provinces du pays, où des seigneurs de guerre locaux exerçaient le pouvoir réel avec leurs armées privées. La Chine s'enfonçait dans une période de chaos et de division qui durerait des décennies, une période au cours de laquelle des millions de personnes mourraient dans des guerres civiles, des famines et des épidémies. C'est dans cette Chine tumultueuse que le jeune Deng grandirait et formerait ses idées politiques. L'enfance de Deng Xiaoping se déroula dans un environnement relativement privilégié pour l'époque. Sa famille disposait de ressources suffisantes pour lui offrir une éducation, un luxe que l'immense majorité des enfants chinois ne pouvaient se permettre. Il fréquenta des écoles traditionnelles où il apprit les classiques confucéens, mais il fut également exposé aux idées nouvelles venues de l'étranger. La défaite de la Chine face aux puissances étrangères avait suscité un débat intense parmi les intellectuels chinois sur la façon de moderniser le pays et de retrouver sa dignité nationale. Certains prônaient des réformes graduelles, tandis que d'autres appelaient à une révolution radicale qui balayerait tout l'ordre ancien. En 1919, alors que Deng avait 15 ans, le mouvement du 4 mai secoua la Chine. Ce mouvement, initialement une protestation étudiante contre le traité de Versailles qui avait transféré les anciennes concessions allemandes en Chine au Japon, plutôt que de les restituer à la souveraineté chinoise, se transforma en un vaste mouvement culturel et politique. Les jeunes Chinois rejetaient les traditions confucéennes qu'ils tenaient pour responsables du retard du pays et embrassaient des idées occidentales, y compris le marxisme, qui commençait à gagner des adeptes parmi les intellectuels. Ce ferme idéologique influencerait profondément la génération de Deng. Un an plus tard, en 1920, le jeune Deng Xiaoping prit une décision qui allait changer le cours de sa vie. À 16 ans, il s'embarqua dans un programme d'études et de travail en France, faisant partie d'un mouvement plus large qui envoyait de jeunes Chinois en Europe pour apprendre des techniques industrielles et des connaissances occidentales pouvant servir à moderniser la Chine. Le voyage en bateau dura des semaines, emmenant l'adolescent du Sichuan à travers l'océan vers un monde entièrement différent. La France, bien que dévastée par la Première Guerre mondiale, représentait la modernité industrielle à laquelle la Chine aspirait. Cependant, la réalité que Deng trouva en France était bien loin des promesses du programme. Les étudiants chinois étaient fréquemment traités comme une main-d'œuvre bon marché, travaillant dans des usines dans des conditions difficiles pour des salaires misérables. Deng travailla dans diverses occupations, d'ouvrier dans une usine Renault à aide-cuisinier. Ces expériences d'exploitation ouvrière radicalisèrent nombre de ces jeunes Chinois en France, les poussant vers le communisme. Le contraste entre la richesse de la bourgeoisie française et la pauvreté des travailleurs, y compris des immigrés chinois, semblait confirmer les théories marxistes sur la lutte des classes. C'est en France que Deng Xiaoping rejoignit le Parti communiste chinois. En 1923, à peine âgé de 19 ans, il intégra la branche européenne du parti, alors organisée par Zhou Enlai, un autre jeune révolutionnaire qui deviendrait l'une des figures les plus importantes de l'histoire chinoise du XXe siècle. La relation entre Deng et Zhou, forgée durant ses années formatrices à l'étranger, perdurerait pendant des décennies et serait cruciale pour la survie politique des deux hommes, à travers les purges et les convulsions qui secoueraient le parti. Les années en France furent fondamentales pour la formation idéologique de Deng. Il étudia le marxisme-léninisme avec avidité, absorbant les théories sur la Révolution,
la lutte des classes et la dictature du prolétariat. Il développa également des compétences organisationnelles, travaillant à la production du journal de la branche européenne du parti, où il gagna le surnom de docteur du miméographe pour son habileté avec la machine à imprimer. Mais la France lui enseigna aussi le pragmatisme. Il observa directement le fonctionnement d'une économie industrielle moderne, un savoir qui, des décennies plus tard, s'avérait inestimable lorsqu'il entreprendrait la transformation économique de la Chine. En 1926, les autorités françaises, inquiètes des activités communistes parmi les étudiants chinois, commencèrent à expulser les plus actifs. Deng quitta la France et se rendit brièvement en Union soviétique, où il reçut une formation politique supplémentaire à l'Université communiste des travailleurs de l'Orient, une institution vouée à former des cadres révolutionnaires venus de pays coloniaux et semi-coloniaux. Son séjour à Moscou, bien que bref, l'exposa au modèle soviétique d'organisation du parti et de l'État, qui influencerait plus tard la structure du Parti communiste chinois. À la fin de 1926, Deng retourna en Chine, dans un pays plongé dans une guerre civile de plus en plus sanglante. Le Parti communiste chinois s'était allié au Kuomintang, le parti nationaliste dirigé par Chiang Kai-shek, au sein d'un front uni contre les seigneurs de guerre. Mais en avril 1927, Chiang trahit ses alliés communistes lors du massacre de Shanghai, où des milliers de communistes et de sympathisants furent exécutés. Ce bain de sang marqua le début d'une guerre civile qui, avec des interruptions, durerait plus de 2 décennies et coûterait des millions de vies. Deng se plongea dans le travail clandestin du parti, organisant des cellules communistes et coordonnant des activités révolutionnaires tout en échappant à la persécution du Kuomintang. Sa capacité à survivre dans cet environnement dangereux démontra ses talents d'opérateur politique. C'est durant ces années qu'il commença à tisser les réseaux de relations personnelles qui constitueraient la base de son pouvoir futur. Au sein du Parti communiste chinois, comme dans beaucoup d'organisations révolutionnaires, la loyauté personnelle comptait autant que l'idéologie. En 1929, Deng fut envoyé dans la province du Guangxi, dans le sud de la Chine, où il dirigea une série de soulèvements armés contre les autorités du Kuomintang. Bien que ces soulèvements furent finalement écrasés, l'expérience offrit à Deng sa première exposition significative au combat et au commandement militaire. Il tira des leçons sur l'importance d'une base rurale solide et du soutien paysan, des leçons que le parti dans son ensemble apprenait douloureusement à travers une série de défaites urbaines. Les premières années de la décennie 1930 furent extrêmement difficiles pour le Parti communiste chinois. Les campagnes d'encerclement et d'anéantissement lancées par Chiang Kai-shek contre les bases communistes du sud de la Chine menaçaient de détruire complètement le mouvement. C'est durant ces années que Mao Zedong émergea comme figure dominante, développant les tactiques de guérilla rurale qui mèneraient éventuellement le parti à la victoire. Deng, pendant ce temps, occupait des postes de niveau intermédiaire dans l'appareil du parti, survivant aux purges internes qui éliminaient ceux tombés en disgrâce. En 1934, la pression militaire du Kuomintang devint insoutenable. L'armée rouge communiste fut contrainte d'abandonner ses bases du sud et d'entreprendre ce qui deviendrait connu sous le nom de Longue Marche, une retraite épique d'environ 10 000 km qui mena les survivants du sud de la Chine jusqu'à la province du Shaanxi, dans le nord. Des quelques 86 000 soldats et cadres qui entamèrent la marche, seuls environ 8 000 atteignirent leur destination un an plus tard. Les conditions furent extrêmes. Les marcheurs traversèrent des montagnes enneigées, des marécages traîtres et des territoires hostiles, constamment poursuivis par les forces du Kuomintang. Deng Xiaoping participa à la Longue Marche, bien que son rôle exact durant cette odyssée fasse l'objet d'un certain débat. Ce qui est clair, c'est qu'il survécut, ce qui en soi était un exploit considérable. La Longue Marche devint le mythe fondateur du Parti communiste chinois, et ceux qui l'accomplirent formèrent une élite au sein du parti qui dominerait la politique chinoise pendant des décennies. Être un vétéran de la Longue Marche conférait une légitimité révolutionnaire qu'aucun titre ultérieur ne pouvait égaler. Si vous appréciez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu sur les figures les plus controversées de l'histoire. Après la Longue Marche, les communistes établirent une nouvelle base à Yan'an, dans la province du Shaanxi. C'est ici que Mao Zedong consolida son contrôle sur le parti et développa la pensée qui porterait son nom, adaptant le marxisme-léninisme aux conditions spécifiques de la Chine. Deng occupa divers postes au sein de l'appareil du parti, gagnant de l'expérience en administration et en organisation. C'est également durant ces années qu'il se maria pour la 3e fois avec Zhuo Lin, une jeune étudiante en physique qui resterait à ses côtés pour le reste de sa vie. L'invasion japonaise de la Chine en 1937 força une trêve inconfortable entre communistes et nationalistes. Les deux camps convirent de suspendre temporairement leur guerre civile pour affronter l'envahisseur commun, bien que la coopération réelle fût limitée et que chacun conserva ses forces pour le conflit qui reprendrait inévitablement une fois le Japon vaincu. Deng servit comme commissaire politique dans la 8e armée de route,
la principale force communiste combattant les Japonais, travaillant aux côtés du commandant Liu Bozheng. L'association entre Deng et Liu deviendrait l'une des plus fructueuses de l'armée communiste. Durant la guerre contre le Japon, Deng démontra ses compétences tant militaires que politiques. En tant que commissaire politique, il était responsable du maintien du moral des troupes, de garantir la loyauté au parti et de coordonner la guerre de guérilla dans les zones sous sa juridiction. Les tactiques de guérilla communistes se révélèrent efficaces pour harceler les occupants japonais, et le parti élargit considérablement sa base de soutien rural durant ces années. Lorsque le Japon capitula en août 1945, le Parti communiste chinois était passé d'une organisation traquée à une force redoutable comptant des millions de membres et une armée de plus d'1 million de soldats. La guerre civile reprit presque immédiatement après la capitulation japonaise. Bien que les États-Unis aient tenté de servir de médiateur entre nationalistes et communistes, les efforts échouèrent et le conflit s'intensifia rapidement. Initialement, les forces du Kuomintang, mieux équipées et plus nombreuses, remportèrent des victoires significatives. Mais la corruption du gouvernement nationaliste, l'hyperinflation qui ravageait l'économie et le soutien croissant des paysans aux réformes agraires communistes firent progressivement pencher la balance. Deng Xiaoping joua un rôle crucial dans la guerre civile en tant que commissaire politique de la deuxième armée de campagne sous le commandement de Liu Bozheng. Ensemble, Deng et Liu dirigèrent certaines des campagnes les plus importantes du conflit, y compris l'audacieuse campagne de Huaihai durant l'hiver 1948 à 1949. Cette bataille massive, impliquant des centaines de milliers de combattants des deux camps, se solda par une victoire communiste décisive qui ouvrit la voie vers le sud de la Chine. Plus d'1 demi-million de soldats nationalistes furent anéantis ou capturés, et le sort de la guerre fut essentiellement scellé. Le 1er octobre 1949, Mao Zedong proclama l'établissement de la République populaire de Chine depuis la porte de Tiananmen à Pékin. Après plus d'un siècle d'humiliation, de guerre civile et de chaos, la Chine avait à nouveau un gouvernement central fort. Chiang Kai-shek et les restes du gouvernement nationaliste s'enfuirent vers l'île de Taïwan, où ils établiraient un régime rival qui persisterait pendant des décennies. Pour les communistes qui avaient survécu à la Longue Marche, aux purges, à la guerre contre le Japon et à la guerre civile, c'était le triomphe de toute une vie de sacrifice. Dans la Nouvelle République, Deng Xiaoping fut désigné pour gouverner le sud-ouest de la Chine, y compris sa province natale du Sichuan. Il s'agissait d'une responsabilité énorme. Le sud-ouest était une région vaste et diverse, habitée par de nombreuses minorités ethniques, avec une économie arriérée encore affectée par des foyers de résistance nationaliste. Deng se révéla être un administrateur capable, mettant en œuvre des réformes agraires, établissant le contrôle du parti et supervisant l'incorporation du Tibet à la République populaire de Chine en 1951. Son succès dans le sud-ouest attira l'attention de Mao, qui le convoqua à Pékin en 1952 pour assumer des responsabilités à l'échelle nationale. Les années 50 virent Deng gravir constamment les échelons du parti. En 1954, il fut nommé secrétaire général du Parti communiste chinois, un poste qui le plaçait au centre du pouvoir. Il devint également vice-président du Conseil d'État, l'un des dirigeants les plus importants du pays après Mao. C'était un homme d'action plus qu'un idéologue, pragmatique, efficace, axé sur les résultats. Ces caractéristiques le distinguaient de beaucoup de ses collègues et le mettraient éventuellement en conflit avec la vision de plus en plus radicale de Mao. La République populaire de Chine sous Mao entreprit une transformation radicale de la société. La terre fut redistribuée des propriétaires terriens aux paysans, les entreprises furent nationalisées, et des campagnes politiques massives cherchèrent à remodeler la conscience du peuple chinois. Les premières années de la République connurent des réussites significatives. L'inflation fut maîtrisée, la production industrielle augmenta, et des services de base comme la santé et l'éducation s'étendirent. Cependant, il y eut aussi une répression politique sévère, avec des centaines de milliers de personnes exécutées comme contre-révolutionnaires ou propriétaires terriens. En 1956, Nikita Khrouchtchev prononça son fameux discours secret dénonçant les crimes de Staline. Cet événement secoua le monde communiste et suscita des débats sur les excès du stalinisme, qui avaient également des implications pour la Chine. Mao, bien que critique de certains aspects du culte de la personnalité soviétique, développait son propre culte, tout aussi intense. Les tensions entre la Chine et l'Union soviétique, qui mèneraient éventuellement à une rupture ouverte, commençaient à émerger. Le grand bond en avant, lancé par Mao en 1958, représenta le premier grand désastre de la République populaire de Chine. La campagne visait à accélérer dramatiquement l'industrialisation et la collectivisation agricole, Mao proclamant que la Chine dépasserait la Grande-Bretagne en production d'acier en 15 ans. Des communes populaires furent établies, absorbant des centaines de millions de paysans, et des fourneaux à acier artisanaux proliférèrent dans tout le pays. Les fonctionnaires locaux, craignant de rapporter de mauvaises nouvelles, gonflèrent massivement les chiffres de production.
Le résultat fut catastrophique. L'obsession de l'acier détourna la main-d'œuvre de l'agriculture précisément au moment où les récoltes devaient être ramassées. Les fourneaux artisanaux produisaient un acier de qualité inutilisable tout en consommant des ustensiles de cuisine et des outils agricoles comme matière première. Les statistiques falsifiées poussèrent le gouvernement à réquisitionner du grain pour les villes sur la base de récoltes qui n'avaient jamais existé, laissant les paysans sans assez de nourriture pour survivre. La grande famine chinoise qui suivit tua entre 30 et 45 millions de personnes entre 1959 et 1961, devenant la pire famine de l'histoire humaine. Deng Xiaoping, avec d'autres dirigeants pragmatiques comme Liu Shaoqi, travailla à atténuer le désastre. Il soutint des politiques qui restauraient les incitations individuelles pour les paysans et réduisaient les aspects les plus extrêmes de la collectivisation. C'est durant cette période que Deng prononça l'une de ses phrases les plus célèbres. Peu importe que le chat soit noir ou blanc, du moment qu'il attrape les souris, c'est un bon chat. Cette phrase résumait son approche pragmatique. Ce qui comptait, c'étaient les résultats, non la pureté idéologique. Mais ce pragmatisme le mettrait en conflit avec Mao. En 1962, les politiques de redressement avaient commencé à stabiliser la situation. Mais Mao, bien qu'ayant temporairement cédé la direction quotidienne du gouvernement, n'était pas satisfait. Il voyait les pragmatiques comme Liu et Deng comme des révisionnistes, en train d'abandonner la voie révolutionnaire. À ses yeux, la bureaucratie du parti était en train de devenir une nouvelle classe privilégiée trahissant les idéaux de la révolution. Ces tensions culmineraient dans l'un des épisodes les plus destructeurs de l'histoire chinoise, la grande révolution culturelle prolétarienne. La révolution culturelle fut lancée par Mao en 1966 dans le but déclaré de purger les éléments capitalistes et révisionnistes du parti et de la société. En réalité, c'était un moyen pour Mao de reconquérir le pouvoir absolu qu'il avait perdu après le désastre du Grand Bond en avant. Les Gardes Rouges, groupe de jeunes radicalisés vouant à Mao un culte quasi religieux, furent mobilisés pour attaquer les ennemis du président. Liu Shaoqi, président de la République et successeur présumé de Mao, fut l'un des premiers à tomber. Dénoncé comme le principal partisan de la voie capitaliste, il fut soumis à des séances de critique publique humiliantes, privé de soins médicaux, et mourut dans des conditions misérables en 1969. Deng Xiaoping connut un sort à peine meilleur. Il fut dénoncé comme le deuxième partisan de la voie capitaliste, et soumis à des attaques publiques. Il fut dépouillé de tous ses postes et envoyé dans la province du Jiangxi, où il travailla dans une usine de tracteurs et effectua des travaux manuels. Son fils aîné, Deng Pufang, fut jeté par la fenêtre par les Gardes Rouges et resta paralysé à vie. Les années de la révolution culturelle furent une période de terreur et de chaos. Des millions de personnes furent persécutées, humiliées, torturées ou tuées. Les écoles et universités fermèrent, tandis que les étudiants se consacraient à la révolution. Le patrimoine culturel de la Chine, des temples anciens aux œuvres d'art, fut détruit comme vestige du féodalisme. L'économie se paralysa tandis que les factions rivales de Gardes Rouges se battaient entre elles. La violence atteignit de tel niveau que l'armée dut finalement intervenir pour restaurer un minimum d'ordre. Deng survécut à ces années d'exil intérieur, travaillant à l'usine et étudiant. Contrairement à beaucoup d'autres purgés qui furent détruits physiquement et mentalement, Deng conserva sa lucidité et sa détermination. Son pragmatisme l'aida peut-être, il accepta sa situation sans résistance inutile, attendant patiemment le moment propice. Et ce moment arriverait plus tôt que beaucoup ne l'espéraient. En 1971, Lin Biao, le ministre de la Défense désigné comme successeur officiel de Mao, mourut dans un mystérieux accident d'avion alors qu'il fuyait supposément vers l'Union soviétique après une tentative de coup d'État manquée. Cet événement secoua le régime et affaiblit les radicaux. Zhou Enlai, le premier ministre pragmatique qui avait survécu à la révolution culturelle grâce à une combinaison d'habileté politique et de loyauté ostensible envers Mao, vit une opportunité de réhabiliter des fonctionnaires compétents qui avaient été purgés. En 1973, avec le soutien de Zhou Enlai, Deng Xiaoping fut réhabilité et retourna à Pékin. Il fut nommé vice-premier ministre et assuma progressivement des responsabilités croissantes à mesure que la santé de Zhou déclinait. En 1975, il était effectivement le deuxième homme le plus puissant de Chine, supervisant l'économie, les forces armées et la politique étrangère. Mais sa position restait précaire. Les radicaux, dirigés par l'épouse de Mao, Jiang Qing, et ses alliés connus sous le nom de Bande des Quatre, le considéraient comme leur principal ennemi. Zhou Enlai mourut en janvier 1976. Les manifestations massives de deuil populaire qui suivirent furent interprétées par les radicaux comme une critique implicite de la révolution culturelle. En avril, lorsque des foules se rassemblèrent sur la place Tiananmen pour honorer la mémoire de Zhou durant la fête de Qingming, les troubles qui suivirent furent attribués à Deng. Il fut purgé pour la deuxième fois, dépouillé de tous ses postes et dénoncé comme contre-révolutionnaire. Il semblait que sa carrière politique était définitivement terminée. Mais le destin avait d'autres plans.
Mao Zedong mourut le 9 septembre 1976, à peine quelques mois après la deuxième purge de Deng. Avec la mort du grand timonier, la lutte pour la succession s'intensifia. La bande des quatre tenta de s'emparer du pouvoir, mais ils furent arrêtés lors d'un coup de palais moins d'un mois après la mort de Mao. Hua Guofeng, le successeur désigné par Mao, assuma la direction, mais il manquait de base de pouvoir propre et des compétences politiques nécessaires pour maintenir le contrôle. En juillet 1977, Deng Xiaoping fut réhabilité pour la deuxième fois. À 73 ans, il revenait au pouvoir dans une Chine dévastée par des décennies de campagnes politiques destructrices. L'économie était stagnante, la société traumatisée et le peuple épuisé. Ce qu'il ferait de ce pouvoir dans les années suivantes transformerait la Chine d'une manière que peu pouvaient imaginer, mais soulèverait aussi des questions profondes sur le prix du progrès et les limites du pragmatisme politique. Le retour de Deng Xiaoping au pouvoir en 1977 marqua le début de l'une des transformations les plus extraordinaires de l'histoire moderne. La Chine, à ce moment-là, était un pays profondément blessé. La révolution culturelle avait laissé des cicatrices qui mettraient des générations à guérir. L'économie était stagnante, avec un produit intérieur brut par habitant qui plaçait la Chine parmi les pays les plus pauvres du monde. Des millions de jeunes avaient perdu des années d'éducation lorsque les écoles avaient fermé durant le chaos révolutionnaire. Les intellectuels avaient été persécutés, envoyés dans des camps de rééducation ou simplement assassinés. La confiance envers le parti était sérieusement érodée, bien que personne n'osât l'exprimer ouvertement. Deng ne perdit pas de temps pour consolider sa position. Bien que Hua Guofeng fût nominalement le dirigeant suprême, Deng manœuvra habilement pour saper son autorité. Hua avait tenté de gouverner en invoquant l'héritage de Mao, proclamant le principe des deux quoi que ce soit, quoi que Mao ait décidé devait être défendu, et quelle que soit l'instruction que Mao ait donnée devait être suivie. Deng riposta avec son propre slogan « Rechercher la vérité dans les faits ». Cette phrase, apparemment anodine, était en réalité révolutionnaire, car elle impliquait que les politiques devaient être jugés sur leurs résultats pratiques, non sur leur conformité au dogme maoïste. En décembre 1978, le troisième plénum du 11e comité central du Parti communiste chinois marqua officiellement le début de l'ère des réformes. Cette réunion, que les historiens considèrent comme l'un des tournants les plus importants de l'histoire chinoise moderne, établit la nouvelle direction du pays. La lutte des classes, qui avait été le foyer obsessionnel de l'ère maoïste, fut reléguée au profit du développement économique. Une politique de réforme et ouverture fut annoncée, qui transformerait fondamentalement la relation de la Chine avec l'économie mondiale. Les premières réformes se concentrèrent sur l'agriculture, le secteur employant la grande majorité de la population chinoise. Le système des communes populaires, qui s'était révélé désastreusement inefficace, fut progressivement démantelé. À sa place fut introduit le système de responsabilité familiale, qui permettait aux paysans de cultiver des parcelles individuelles après avoir rempli leurs quotas envers l'État. Ce qu'ils produisaient au-delà de ces quotas pouvait être vendu sur des marchés libres à des prix de marché. Ce simple changement eut des effets spectaculaires. Libérés des contraintes de la collectivisation, les paysans travaillèrent avec une vigueur renouvelée. La production agricole s'envola et pour la première fois en des décennies, la Chine produisit suffisamment de nourriture pour sa population. Simultanément, Deng lança la politique des 4 modernisations, centrée sur l'agriculture, l'industrie, la défense nationale et la science et la technologie. Cette politique avait été originellement proposée par Zhou Enlai, mais avait été abandonnée durant les années tumultueuses de la révolution culturelle. Désormais, sous Deng, elle devenait le cadre directeur du développement national. L'objectif était de transformer la Chine en une puissance moderne d'ici la fin du XXe siècle, un objectif ambitieux pour un pays partant d'une base aussi arriérée. L'une des innovations les plus significatives de l'ère Deng fut la création des zones économiques spéciales. En 1979, 4 villes côtières furent désignées comme laboratoires du capitalisme: Shenzhen, Zhuhai, Shantou et Xiamen. Dans ces zones, les règles normales de l'économie socialiste furent suspendues. L'investissement étranger fut autorisé, des incitations fiscales furent offertes aux entreprises, et des mécanismes de marché furent introduits qui auraient été anathèmes durant l'ère maoïste. Shenzhen, qui en 1979 n'était guère plus qu'un village de pêcheurs face à Hong Kong, se transformerait en quelques décennies en une métropole de plus de 10 millions d'habitants et l'un des centres technologiques les plus importants du monde. Le pragmatisme de Deng fut résumé dans une autre de ses phrases célèbres: « S'enrichir est glorieux ». Cette affirmation représentait un renversement complet des valeurs maoïstes, qui avaient condamné la recherche de la richesse individuelle comme bourgeoise et contre-révolutionnaire. Désormais, le Parti communiste bénissait l'accumulation de capital privé, à condition qu'elle contribue au développement national. C'était un virage idéologique de proportions monumentales, bien que Deng le présentât non comme un abandon du socialisme, mais comme une adaptation créative aux conditions spécifiques de la Chine.
Les réformes économiques furent accompagnées d'une ouverture vers le monde extérieur qui rompait avec des décennies d'isolement. En 1979, Deng effectua une visite historique aux États-Unis, la première d'un dirigeant chinois depuis la Révolution. Les images de Deng portant un chapeau de cow-boy lors d'un rodéo texan symbolisaient le nouveau rapprochement entre les anciens ennemis. Les relations diplomatiques formelles entre la Chine et les États-Unis, établies cette même année, ouvrirent la porte aux investissements, à la technologie et aux savoirs occidentaux qui seraient cruciaux pour la modernisation chinoise. Cependant, l'ouverture économique ne signifiait pas ouverture politique. Deng était un réformateur économique, mais il restait un communiste engagé qui n'avait aucune intention d'introduire une démocratie à l'occidental en Chine. Lorsqu'en 1978 et 79 émergea un mouvement connu sous le nom de Mur de la démocratie, où des citoyens collaient des affiches réclamant des réformes politiques sur un mur de Pékin, Deng le toléra initialement comme utile pour affaiblir Hua Guofeng. Mais une fois son pouvoir consolidé, il ordonna la fermeture du mur et l'arrestation des militants les plus en vue, dont Wei Jingsheng, qui avait osé soutenir que sans démocratie, les 4 modernisations étaient vouées à l'échec. Deng formula ce qu'il appela les 4 principes cardinaux devant guider la Chine: la direction du Parti communiste, la dictature du prolétariat, la voie socialiste et le marxisme-léninisme pensé de Mao Zedong. Toute réforme devait opérer dans ses limites. L'économie pouvait se libéraliser, mais le monopole politique du parti n'était pas négociable. Cette formule, combinant capitalisme économique et autoritarisme politique, définirait le modèle chinois de développement pendant les décennies suivantes. Les années 80 virent une accélération des réformes. Les entreprises d'État, bien que non privatisées, reçurent une plus grande autonomie pour prendre des décisions et conserver leurs bénéfices. L'émergence d'entreprises collectives de villages et de municipalités, opérant selon des principes de marché, fut autorisée. Le secteur privé, bien qu'encore officiellement marginal, se développa rapidement dans des domaines comme le commerce de détail et les services. Le commerce extérieur s'étendit de manière exponentielle à mesure que la Chine s'intégrait dans les chaînes de production mondiales. Si vous appréciez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu sur les figures les plus controversées de l'histoire. Les résultats économiques furent impressionnants. La croissance du produit intérieur brut atteignit en moyenne près de 10% par an durant la décennie, un taux sans précédent pour une économie de la taille de la Chine. Des centaines de millions de personnes furent sorties de la pauvreté absolue. Le niveau de vie s'améliora dramatiquement, surtout dans les villes côtières qui bénéficiaient le plus directement de l'ouverture au commerce et aux investissements étrangers. La Chine connaissait une transformation sans équivalent dans l'histoire économique mondiale. Mais ce changement rapide générait aussi des tensions profondes. L'inflation, maîtrisée durant l'ère maoïste grâce à la planification centrale, devint un problème croissant à mesure que les contrôles de prix se relâchaient. La corruption, qui avait toujours existé mais avait été contenue par l'égalitarisme forcé du maoïsme, proliféra à mesure que des opportunités d'enrichissement apparaissaient. Les enfants des dirigeants du parti, surnommés péjorativement petits princes, utilisaient leurs relations pour obtenir des avantages en affaires. L'inégalité, que le socialisme était censé avoir éliminée, revenait en force. Parmi les intellectuels et les étudiants, les réformes économiques suscitaient l'espoir que des réformes politiques suivraient. L'ouverture vers le monde extérieur avait apporté non seulement des investissements et de la technologie, mais aussi des idées sur les droits de l'homme, la liberté de la presse et la démocratie. Beaucoup de jeunes Chinois ayant grandi durant la révolution culturelle et vu leur vie brisée par le fanatisme idéologique aspiraient à un système politique plus ouvert et responsable. Au sein même du parti, certains prônaient une libéralisation graduelle, dont Hu Yaobang, le secrétaire général du parti que Deng avait promu. Les tensions atteignirent un point critique en 1986, lorsque des manifestations étudiantes éclatèrent dans plusieurs villes réclamant des réformes politiques. Bien que les manifestations fussent relativement modestes et pacifiques, elles alarmèrent les dirigeants conservateurs du parti. Hu Yaobang fut blâmé pour avoir été trop tolérant envers les manifestants et fut contraint de démissionner en janvier 1987. Son successeur, Zhao Ziyang, était un autre réformiste, mais le signal était clair. Il existait des limites qui ne pouvaient être franchies. La mort de Hu Yaobang le 15 avril 1989 déclencha les événements qui définiraient l'héritage le plus controversé de Deng Xiaoping. Les étudiants des universités de Pékin, qui voyaient en Hu un symbole des espoirs de réformes déçues, commencèrent à se rassembler sur la place Tiananmen pour lui rendre hommage. Ce qui commença comme un deuil se transforma rapidement en un mouvement de protestation exigeant des réformes politiques, la liberté de la presse, le dialogue avec le gouvernement et des mesures contre la corruption. À mesure que les jours passaient, les manifestations grandissaient. Des étudiants de tout le pays voyageaient vers Pékin pour rejoindre les rassemblements. Travailleurs, intellectuels et citoyens ordinaires s'y joignaient. À son apogée,
Plus d'1 million de personnes se rassemblaient sur la place et ses alentours. Les manifestants érigèrent une statue de la déesse de la démocratie face au portrait géant de Mao dominant l'entrée de la cité interdite, un symbole puissant de leurs aspirations. Des manifestations similaires éclatèrent dans des villes de toute la Chine, de Shanghai à Chengdu. Le gouvernement était divisé sur la réponse à apporter. Zhao Ziyang prônait le dialogue et la conciliation, rendant visite personnellement aux étudiants en grève de la faim sur la place et leur disant les larmes aux yeux « Nous sommes arrivés trop tard ». Mais les conservateurs, dirigés par le Premier ministre Li Peng et soutenus par les anciens du parti, dont Deng Xiaoping, voyaient les manifestations comme une menace existentielle pour le monopole du pouvoir du parti. Pour eux, céder aux revendications des étudiants signifierait le début de la fin du système qu'ils avaient consacré leur vie à bâtir. Deng Xiaoping, qui avait survécu à 2 purges et à des décennies de lutte politique, prit la décision fatale. Le 20 mai 1989, la loi martiale fut déclarée à Pékin. Des troupes de l'armée populaire de libération furent mobilisées vers la capitale, mais les habitants de Pékin bloquèrent leur avancée, persuadant les soldats de ne pas attaquer leur propre peuple. Pendant près de 2 semaines, la situation resta dans une impasse tendue. Dans la nuit du 3 au 4 juin, le gouvernement ordonna à l'armée de dégager la place par la force. S'ensuivit une nuit de violence qui choqua le monde. Les soldats, équipés de chars et d'armes automatiques, avancèrent vers le centre-ville en tirant sur quiconque se dressait sur leur chemin. Les habitants de Pékin tentèrent de résister avec des barricades improvisées, mais n'avaient aucune chance face à la puissance de feu de l'armée. Le massacre s'étendit non seulement sur la place elle-même, mais dans les rues environnantes où des milliers de personnes s'étaient rendues pour tenter d'arrêter l'avancée des troupes. Le nombre exact de morts n'a jamais été établi avec certitude. Le gouvernement chinois admit initialement environ 300 morts, y compris des soldats, mais réduisit ensuite ce chiffre. Les estimations des sources indépendantes varient énormément, de plusieurs centaines à plusieurs milliers. Ce qui est incontestable, c'est que le gouvernement chinois utilisa une force militaire meurtrière contre des manifestants désarmés, une décision que Deng Xiaoping défendit jusqu'à la fin de sa vie comme nécessaire pour maintenir la stabilité. Les images du massacre firent le tour du monde. La photographie de l'homme inconnu affrontant une colonne de chars devint l'une des icônes les plus puissantes du XXe siècle, symbole de la résistance individuelle contre la tyrannie. La communauté internationale condamna la répression et plusieurs pays imposèrent des sanctions contre la Chine. Un instant, il sembla que la Chine serait isolée du monde et que les réformes seraient inversées. Zhao Ziyang, qui s'était opposé à la répression violente, fut destitué et passa le reste de sa vie en résidence surveillée, mourant en 2005 sans avoir été réhabilité. Une purge plus large élimina ceux, au sein du parti, qui avaient montré de la sympathie envers les manifestants. Le message était clair, tout défi au monopole du pouvoir du parti serait écrasé sans pitié. Cependant, après la répression vint un paradoxe qui définirait la Chine dans les décennies suivantes. Au lieu d'inverser les réformes économiques, le gouvernement les accéléra. Deng, après une période de retrait relatif, réapparut en janvier 1992 avec son fameux voyage vers le sud, visitant les zones économiques spéciales et proclamant que les réformes devaient continuer et s'approfondir. Son message était qu'il ne devait pas y avoir de débat sur le caractère socialiste ou capitaliste des réformes. Ce qui comptait, c'était si elles favorisaient le développement. Cette intervention rompit la paralysie qui avait suivi Tiananmen et relança le processus de réforme. La formule qui émergea de cette période était typiquement chinoise. Une libéralisation économique agressive combinée à une répression politique systématique. Le parti maintenait son monopole du pouvoir grâce à un appareil sophistiqué de censure, de surveillance et de contrôle, tout en encourageant simultanément l'entrepreneuriat privé et l'intégration dans l'économie mondiale. Les citoyens chinois obtinrent des libertés économiques considérables, la possibilité de s'enrichir, de voyager, de consommer, mais les libertés politiques demeurèrent sévèrement restreintes. Les années 90 virent une accélération de la croissance économique qui transforma la Chine de façon presque méconnaissable. Les villes s'étendirent verticalement avec des gratte-ciel rivalisant avec ceux de n'importe quelle métropole occidentale. Un réseau d'autoroutes et de trains à grande vitesse relia le vaste territoire national. Des industries entières surgirent pratiquement de rien, faisant de la Chine l'usine du monde. Le commerce avec l'extérieur se multiplia de façon exponentielle, et en 2001, la Chine fut admise à l'Organisation mondiale du commerce, couronnant son intégration au système économique mondial. Deng Xiaoping ne vécut pas assez longtemps pour voir beaucoup de ces développements. Sa santé avait décliné durant les années 90, et bien qu'il continuât d'être consulté sur des décisions importantes, il avait cédé le pouvoir formel à une nouvelle génération de dirigeants menée par Jiang Zemin. Il passa ses dernières années dans une réclusion relative, jouant au bridge, son passe-temps favori, et observant la Chine qu'il avait aidé à créer se transformer à une vitesse vertigineuse. Deng Xiaoping mourut le 19 février 1997, à l'âge de 92 ans.
Sa mort fut annoncée avec solennité mais sans le culte démesuré qui avait accompagné la mort de Mao 2 décennies plus tôt. Suivant ses propres souhaits de simplicité, ses organes furent donnés à la recherche médicale et ses cendres dispersées en mer. Il n'y aurait ni mausolée ni corps embaumé pour la vénération des masses. L'héritage de Deng Xiaoping est peut-être le plus complexe et contradictoire de tous les dirigeants du XXe siècle. D'un côté, les réformes qu'il initia transformèrent la Chine d'un pays appauvri et isolé en la deuxième économie la plus grande du monde. Des centaines de millions de personnes furent sorties de la pauvreté, un exploit sans précédent dans l'histoire humaine. L'espérance de vie augmenta dramatiquement, l'éducation s'étendit, et le niveau de vie s'améliora de façon qui aurait été inimaginable pour les Chinois de la génération de Deng. De l'autre côté, Deng fut responsable de l'une des répressions les plus brutales de l'histoire moderne. Le massacre de Tiananmen ne fut ni un accident, ni le résultat d'ordres mal interprétés. Ce fut une décision délibérée d'utiliser une force meurtrière contre des citoyens désarmés réclamant des réformes politiques. Le système que Deng Haïda a créé combinait prospérité matérielle et appareils répressifs sophistiqués surveillant, censurant et punissant toute forme de dissidence politique. La question de savoir si Deng fut un héros ou un dictateur n'admet peut-être pas de réponse simple. Il fut les deux à la fois, selon l'aspect de son héritage considéré. Pour ceux qui privilégient le développement économique et l'amélioration matérielle des conditions de vie, Deng fut un dirigeant visionnaire qui sauva la Chine du désastre maoïste et l'a mis sur la voie de la prospérité. Pour ceux qui privilégient les droits humains et la liberté politique, ce fut un autocrate qui écrasa les aspirations démocratiques de son peuple et établit un modèle d'autoritarisme émulé par des régimes répressifs partout dans le monde. Le modèle chinois que Deng Haïda a créé s'est révélé extraordinairement durable. Plus de 3 décennies après Tiananmen, le Parti communiste chinois conserve son monopole du pouvoir, ayant survécu à la chute du communisme en Europe de l'Est et en Union soviétique. L'économie chinoise a continué de croître, bien qu'à des rythmes plus modérés, et la Chine est devenue une superpuissance qui défie l'hégémonie américaine. L'appareil de surveillance et de contrôle que Deng utilisa a été mis à jour avec les technologies du XXIe siècle, de la reconnaissance faciale au système de crédit social. Les défenseurs du système soutiennent que le modèle chinois a démontré que le développement économique ne requiert pas la démocratie occidentale, et que la stabilité politique offerte par le gouvernement de parti unique a été essentielle au progrès du pays. Ils pointent vers le chaos et les conflits ayant affecté de nombreux pays ayant tenté de se démocratiser rapidement, et soutiennent que la Chine a suivi une voie plus prudente. Les critiques répondent que le prix de cette stabilité a été trop élevé. La répression de la dissidence, la persécution de minorités ethniques comme les Ouïghours au Xinjiang, la suppression des libertés à Hong Kong, la menace constante sur Taïwan. Ce sont autant d'aspects du système que Deng a construit. Ils soutiennent en outre que, sans mécanisme démocratique de reddition de comptes, le système est intrinsèquement fragile et sujet aux abus de pouvoir. Ce qui est incontestable, c'est que Deng Xiaoping a changé la Chine et, ce faisant, a changé le monde. L'intégration de plus d'1 milliard de personnes dans l'économie mondiale transforma les chaînes de production mondiales, affecta les marchés du travail de pays lointains et modifia l'équilibre géopolitique de la planète. Pour le meilleur ou pour le pire, le monde du XXIe siècle a été façonné en partie significative par les décisions de cet homme, petit par la taille mais gigantesque par son impact historique. Deng Xiaoping était connu pour son pragmatisme, sa disposition à adapter les politiques selon les circonstances sans trop se soucier de la cohérence idéologique. Traverser la rivière en tâtant les pierres était une autre de ses phrases favorites, capturant son approche graduelle et expérimentale. Ce pragmatisme lui permit de réaliser ce que peu auraient cru possible. Transformer une économie planifiée centralisée en une puissance de marché sans perdre le contrôle politique. Mais ce même pragmatisme avait un côté sombre. La disposition à faire ce qui était nécessaire pour conserver le pouvoir signifiait que la violence était toujours une option sur la table. Deng n'hésita pas à l'utiliser lorsqu'il le jugea nécessaire, que ce soit contre les Vietnamiens lors de la guerre frontalière de 1979 ou contre les étudiants à Tiananmen une décennie plus tard. La fin, dans sa vision, justifiait les moyens. Au final, Deng Xiaoping incarne les contradictions de la modernisation autoritaire. Il démontra qu'il est possible de générer une croissance économique spectaculaire sans démocratie, mais il démontra également le prix humain de cette voie. Son héritage continue d'être débattu, et le sera probablement pendant des générations. Ce qui ne peut être nié, c'est que peu de figures du XXe siècle eurent un impact aussi profond sur autant de vies humaines. Que pensez-vous de Deng Xiaoping ? Fut-il l'architecte du miracle économique chinois qui sortit des centaines de millions de personnes de la pauvreté, ou le dictateur qui écrasa le rêve démocratique de toute une génération ? Est-il possible de séparer ses réussites économiques de sa répression politique, ou sont-elles les deux faces d'une même médaille ? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo,
Et merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans ce parcours à travers la vie de l'une des figures les plus influentes et controversées du XXe siècle.